La MINUSCA, renouvellement du mandat de la MINUSCA, et c'est le 15 novembre 2024 que nous aurons encore l'occasion de reparler du mandat de la MINUSCA, parce que le 15 novembre 2024 marquera donc la fin de ce nouveau mandat pour la mission onusienne en République centrafricaine. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, la MINUSCA reste en République centrafricaine jusqu'au 15 novembre 2024. Faut-il s'en réjouir ou alors parler d'une désolation totale? Il y a un double sentiment quand on parle de la MINUSCA. La MINUSCA, une partie de la MINUSCA est partie intégrante du dispositif sécuritaire centrafricain. Dans la MINUSCA, vous avez par exemple les forces armées rwandaises. Et les forces armées rwandaises, aujourd'hui, jouent un rôle capital au niveau du Centrafrique. Le dispositif que le Centrafrique articule contre les terroristes, les différents groupes terroristes sous le label de rébellion, sont par exemple les groupes terroristes actuellement qui ont créé une coalition qui s'appelle la coalition CPC. Moi, j'aime bien appeler cela coalition des politiciens corrompus de Centrafrique. Donc, cette coalition veut revenir par les armes dans le jeu politique centrafricain. Or, les Rwandais jouent un rôle capital dans la mesure où les offensives des FACA se font très souvent avec la coopération rwandaise et avec la coalition rwandaise sur certains territoires. On parle par exemple de territoires du nord-ouest, où la coalition rwando-centrafricaine, également avec les supplétifs les instructeurs russes, réussit à nettoyer les derniers bastions de la rébellion des terroristes. Donc c'est un dispositif qui est doublement perceptible. Il y a cette action salutaire, mais il y a maintenant l'autre côté. N'oublions pas qu'en 2021, les grandes attaques qui ont failli être perpétrées contre le gouvernement actuel du Centrafrique, particulièrement contre le président Faustin Archange Touadéra, se sont faites au sein de la MINUSCA. On a par exemple le contingent égyptien qui a joué par franc jeu et a failli se retrouver à la présidence. On a parlé à cette période d'une tentative, d'une situation qui posait l'équivoque. On a également eu les hommes les Français qui avaient ces commandos français qui brandissaient des étiquettes suivant lesquelles ils travaillaient pour la fameuse MINUSCA. On s'est rendu compte plus tard que c'était un commando qui avait été entraîné et qui voulait en fait attenter à la vie du président Touadéra. Donc vous avez cette double perception. Vous avez à l'intérieur de la MINUSCA des forces de déstabilisation et vous avez des forces qui travaillent véritablement à la sécurisation. Le Centrafrique peut bien résoudre la situation dans la mesure où si le Centrafrique décide de mener une offensive tous azimuts contre la MINUSCA, un accord bilatéral avec le Rwanda, un accord bilatéral avec le Cameroun, un accord bilatéral avec le Burundi, un accord bilatéral comme ça s'est déjà fait avec la Fédération de Russie pour articuler sa sécurité. Jusqu'à présent, le Centrafrique ne l'a pas fait. Ou du moins, les offensives diplomatiques du Centrafrique n'ont pas été d'une certaine envergure. Si bien que au Conseil de sécurité, chaque fois, la France a le dessus. On sait bien que le Centrafrique a tout fait. Le Centrafrique a enlevé le poste de porte-plume à la France, le décanat à la France. Donc, le Centrafrique a travaillé ces dernières années pour qu'il puisse lui-même, le Centrafrique, porter ses dossiers et se défendre au Conseil de sécurité. Seulement, le véritable casse-tête au niveau du Conseil de sécurité, c'est la France. Le représentant français qui pilote les missions d'évaluation a tout fait pour que ce soit le comité de sages de l'Union africaine, que ce soit le rapport des experts des Nations Unies, ces rapports soient convergents dans le maintien de la force de la MINUSCA en Centrafrique.
Et c'est paradoxal parce que si du côté du Mali, aujourd'hui, on a la reconquête totale du territoire avec les FAMA qui ont réussi à bouter hors la MINUSMA, du côté du Centrafrique, malgré la présence de la MINUSCA, le Centrafrique a réussi à récupérer l'intégralité de... Aujourd'hui, carrément l'intégralité de son territoire, on parle de 95%. 95% du territoire centrafricain qui est sous contrôle. Et d'ailleurs, Mme Moshiki Wabo, représentante, qui est le représentant des Nations Unies, chef de la MINUSCA à Bangui, elle, dans un communiqué, reconnaît très clairement, en juin 2022, elle reconnaît que désormais les escarmouches qu'on observe se produisent le long de la frontière tchado-centrafricaine. Vous voyez qu'il y a quand même un paradoxe. Du côté du Mali, on réussit à sécuriser, on fait partie de la MINUSMA. Du côté de Centrafrique, on réussit à sécuriser, mais la MINUSCA reste. C'est un paradoxe. Il faut donc que les partenaires du Mali, comme des partenaires du Centrafrique, comme ça s'est fait au Mali, les partenaires du Centrafrique et les autorités centrafricaines travaillent davantage à faire partie de cette MINUSCA. On a observé en fin d'année 2022, il y avait un engouement terrible de la part de la diplomatie centrafricaine à vouloir faire partie des forces de la MINUSCA. Ça n'a pas marché. Cette fois-là, il y avait la ministre Baipo Témon, Mme Sylvie Baipo Témon, qui était au Conseil de sécurité et elle a plaidé pour le départ de la mission. Ça n'a pas marché parce que l'ambassade de France au niveau du Conseil de sécurité tenait un discours dissonant et voulait toujours montrer la nécessité d'avoir la MINUSCA sur le territoire. Aujourd'hui, le président Touadéra fait face à cette situation. Paradoxalement, malgré les efforts en matière de respect des questions de droits des populations, malgré la professionnalisation de l'action des FACA, on maintient, pendant qu'ils maintiennent la MINUSCA, malgré la professionnalisation des FACA et tous les efforts de sécurisation qui sont faits, les mêmes autorités de l'ONU maintiennent un embargo injuste contre les FACA. C'est-à-dire, il y a un paradoxe terrible. C'est comme si les forces exogènes, dont l'Afrique, parce que sur ce dossier-là, les États-Unis soutiennent la France et les États-Unis travaillent contre l'intérêt du Centrafrique et veulent maintenir la présence de la MINUSCA. Mais, contrairement au Mali, si vous allez au Centrafrique, vous allez remarquer que le Centrafrique ressemble à un ONU land ou bien un UN land, c'est-à-dire un pays qui est totalement noyauté par le système des Nations Unies. Vous avez les Nations Unies qui assurent les missions de police, vous avez les Nations Unies qui assurent carrément les missions de défense, vous savez partout les véhicules des Nations Unies. Vous avez les Nations Unies qui sont carrément une seconde administration au Centrafrique et une administration omniprésente sur le territoire parce que le Centrafrique est extrêmement riche en minerais, Madame Capin. Quand vous allez au Centrafrique, vous remarquez un scandale géologique. Il y a des villes, je prends le cas de Bangassou, quand vous allez à Bangassou, les mamans qui nettoient le sol, elles gardent la poussière dans un coin parce qu'on ne jette pas cette poussière. Et à un certain moment de la journée, elles trient la poussière et elles retrouvent des pépites d'or. C'est de l'or, c'est l'or alluvionnaire. C'est encore, on n'est pas encore dans l'extraction industrielle, encore moins artisanale, mais déjà on se retrouve avec des collectes assez sérieuses. Le Centrafrique, c'est donc un pays qui est extrêmement riche en matières premières. Il y a fort à croire que ces missions qui sont sur le territoire du Centrafrique ne servent pas qu'à jouer le rôle de police et de force de maintien de la paix. Quand vous vous renseignez également sur toute la dynamique qui amène les bataillons en Centrafrique, vous allez voir que toute cette dynamique également opère très proche de la mafia des réseaux de la France-Afrique. Donc la France, c'est quel est l'intérêt qu'il y a à maintenir la MINUSCA. C'est la France qui se bat pour que la MINUSCA reste. Et la France fait tout pour empêcher que les FACA montent en puissance avec une dotation en matériel dans les règles de l'art. Parce que
la France sait que si l'armée centrafricaine aujourd'hui se dote de tout ce matériel, eh bien, l'armée centrafricaine aura la totale maîtrise, exactement comme on voit au Mali, aura la totale maîtrise des actions sur son territoire, et donc, il y aura inutilité de la présence de la MINUSCA. Pour nous, nous observons simplement que les autorités centrafricaines n'ont pas fait autant pression, ou du moins, pour l'instant, ne font pas autant pression. Quoique chaque rencontre au Conseil de sécurité, le Centrafrique pose ce problème sur la table et cherche le soutien des pays africains. Nous souhaiterions bien voir le Centrafrique aller dans l'option forte, comme ça se fait ailleurs, aller dans une option forte, parce que le Centrafrique a quand même été le premier pays à se libérer, le premier à aller solliciter la Russie. Donc le Centrafrique est un exemple exemplaire pour l'ensemble des pays qui se sont libérés. Le Centrafrique gagnerait à adopter une posture forte face aux fonctionnaires des Nations Unies et face à la France pour botter hors la MINUSCA, parce qu'en se libérant totalement de la MINUSCA, tous les risques avec les CPC sont totalement annihilés et désormais le pays se portera beaucoup mieux parce qu'il sera totalement souverain sur le plan de sa sécurité. Alors, doyen Simondé, renouvellement du mandat de la MINUSCA, quel bilan même de l'ancien mandat? Madame Capel, il faut reconnaître qu'il y a un proverbe qui dit que quand tu ne connais pas la direction du vent, il ne faut pas jouer avec le piment. Actuellement, en centrafricain, j'ai peur qu'ils soient en train de faire des erreurs en maintenant ces MINUSCA en place. Et il y a aussi un proverbe qui dit pour tuer l'hibou, il ne faut pas avoir peur de ses yeux. J'ai l'impression que la Centrafrique a peur des yeux de la France et ne pose pas un acte qui peut faire en sorte que la France parte définitivement de ce pays. Et il faudrait également savoir que on n'apprend rien de ses succès, on apprend tout de ses échecs. Je répète, on n'apprend rien de ses succès, on apprend tout de ses échecs. La Centrafrique a vécu plein de problèmes. Au moment où on parle, la Centrafrique ne devrait plus être là en train de jouer avec des gens qui sont implantés sur leur territoire. On a eu la chance d'avoir un pays comme la Russie qui apporte son soutien total à la Centrafrique. Il n'est pas question. Moi, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles, quand nous, on souhaite que ces gens de MINUSCA, machin, MINUSCO, MINUSCA, MINUS-S, qu'ils foutent le camp de l'Afrique, il y a un État qui fait en tout pour signer un contrat d'1 an encore avec un pays qui va financer la rébellion en Centrafrique. Moi, je suis peiné, je suis embêté. Et je souhaite de tous mes voeux que cette histoire-là, qu'avant 1 an, qu'on n'ait plus un moindre problème en Centrafrique, parce que ça nous affecte. On est des voisins de la Centrafrique et les Centrafricains sont nos frères. Je ne comprends pas comment on ne peut pas chasser complètement la MINUSCA de la Centrafrique. L'ONU sert à quoi? Le bilan de cette MINUSCA en Centrafrique, c'est quoi? Ils ont déjà fait quoi? Ils ont attrapé combien de rebelles? Moi, je suis inquiet. Et ça, je suis sûr que c'est la pression de la France. Qu'on le veuille ou pas, je suis convaincu que c'est la pression de la France. Parce que le bilan de cette histoire est nul. Depuis des années, ils sont en Centrafrique. Ils ont fait quoi? Il n'y a que depuis l'arrivée du président Touadéra où les choses sont en train de changer. Au lieu qu'on les chasse complètement, qu'ils foutent le camp de la Centrafrique, on les maintient, on prétend signer un contrat d'1 an pour faire quoi? Ils servent à quoi en Centrafrique? Moi, j'ai peur. Je suis vraiment inquiet. Et je prie tous les dieux des ancêtres africains qu'ils viennent au secours de la Centrafrique, qu'on se débarrasse complètement de cette MINUSCA. Parce que pour moi, l'ONU même doit quitter, on doit sortir de l'ONU. Ils ne nous servent à rien du tout. Si un pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, ils ont réussi à se débarrasser des Français, pourquoi la Centrafrique ne peut pas faire? Je peux comprendre qu'ils sont, par exemple, seuls face à ces Français, mais quand même, ils ont réussi à faire l'essentiel, à imposer, à faire en sorte que l'État centrafricain retrouve tous ses droits dans la plupart des régions de la Centrafrique. Donc je ne comprends pas pourquoi on devrait maintenir cette MINUSCA en Centrafrique. Pour moi, je suis peiné. J'avoue que je suis vraiment peiné. Et j'espère qu'on va trouver des raisons de mettre un terme à la présence de la MINUSCA en Centrafrique. Voilà ce que je souhaite, Madame Capel. Alors, M. André Christelle Fanga, pour les Nations Unies, il faut le préciser, l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine
imposé depuis 10 ans, ne s'applique plus à la vente ou au transfert d'armes et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de défense et de sécurité. Selon vous, les restrictions qui ont été faites au sujet de cet embargo sur les armes sont-elles satisfaisantes? Est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Surtout qu'on se souvient, dans le cadre de cet entretien exclusif avec le président de la République centrafricaine, le professeur Touadéra, il avait, sans ambages, sans langue de bois, avait souligné le fait que depuis le retour à l'ordre constitutionnel, depuis 2016, la RCA souhaite vivement un embargo, un retrait total de cet embargo-là. Alors, Madame Céleste Capel, je pourrais poser la question ou bien demander à quelle heure vous venez dire que l'embargo, en fait, on commence à comprendre que le Centrafrique est en train de sortir de la situation qui était très compliquée il y a de cela quelques temps. C'est maintenant que vous venez dire que non, on va alléger, on va faire ceci, on va faire cela. Mais non, je pense que l'Europe et ceux du Conseil de sécurité, l'ONU et tout ça sont foncièrement malhonnêtes et méchants. Je dis bien, ces fonctionnaires membres du Conseil de sécurité de l'ONU et l'ONU sont foncièrement méchants, ils sont même démoniaques. C'est des gens démoniaques. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui est en lambeaux, un non-État, parce que le Centrafrique était devenu un non-État, où des gens se dépaissaient à la machette, sous le prétexte de défendre une soi-disant démocratie. Soi-disant qu'on veut installer une partie au pouvoir, il y avait les Séléka à gauche et à droite. En fait, le Centrafrique vit un traumatisme depuis sa rencontre avec un pays appelé la France. Parce que le traumatisme que vit le Centrafrique, c'est parce qu'il y a un État qui a fait du Centrafrique sa vache à lait. Il la traite quand il veut, comme il veut, à tous les temps, même à contre-temps. Donc, en réalité, c'est ça le problème du Centrafrique. Aujourd'hui que le Centrafrique a compris que il faut changer de partenaire, le changement de partenaire a amené les résultats que nous avons aujourd'hui. 95% du territoire récupéré, ce n'est pas rien. C'est quelque chose d'incroyable, malgré la présence de la MINUSCA. Parce que les FACA, les forces armées centrafricaines, avec les instructeurs russes, réussissent aujourd'hui là où la MINUSCA a échoué depuis au moins une dizaine d'années. Permettez-moi de faire un feedback avec l'opération Sangaris. Vous savez que c'est une opération qui a causé beaucoup de dommages, n'est-ce pas, aux Centrafricains et aux petits enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles centrafricains, qui est resté comme un traumatisme. Parce que quand on parle d'un État méchant, quand on parle d'un État extrêmement violent, les soldats de Sangaris sont allés justement en Centrafrique pour justement violer, traumatiser l'avenir du Centrafrique avec les viols à répétition sur les petits garçons et sur les petites filles. Et pour clôturer tout ça, pour donner la bénédiction finale, ils ont déclaré le non-lieu au tribunal français. C'est-à-dire que ces soldats n'ont rien fait. Donc, ils ne sont reprochés de rien. Voilà la France. Voilà les États-Unis. Voilà ce que c'est que l'ONU. Nous, on n'a pas vu les ONG faire des rapports. On n'a pas vu des organisations se mettre en place pour défendre la cause de ces jeunes enfants africains violés, jeunes garçons violés. On n'a pas vu ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en renouvelant le mandat de la MINUSCA, au niveau du Centrafrique, c'est justement une provocation. Une provocation pour voir où on peut arriver. Et je pense qu'il faut que les Centrafricains, s'ils nous écoutent, qu'ils se mobilisent comme un seul homme pour se libérer justement de cette MINUSCA. Parce qu'en réalité, elle ne sert à rien. Elle n'a rien apporté au pays, elle ne peut rien apporter au pays. Et ça, engageons-nous dans cette bataille-là. Et comme toutes les autres forces engagées sur le territoire qui ne sont pas africaines, c'est-à-dire les bases françaises à Niamey, américaines à Niamey, vous appelez ça quoi, à Agadez, les bases militaires françaises au niveau du Tchad, au Gabon
et un peu de partout. Donc on doit se libérer de tous ces bases-là et en conclusion, briser le joug qui pèse sur notre tête appelé le franc CFA. Alors, professeur Mbele, quel rôle joue concrètement cette mission onusienne en République centrafricaine? Je vais être très court, puisque l'émission touche à sa fin et que nous n'avons qu'un seul tour. Donc je vais commencer par... D'abord, je dis bonsoir à notre sœur Amina Fofana. C'est un plaisir pour moi de la voir. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et c'était un très bon rappel. Elle a fait un tour d'horizon, elle a parlé de la RDC, elle aurait même pu rajouter la RCA. Elle a parlé de la RCA, je crois. Donc, le Mali et la RCA ne peuvent pas être comparés. Même si au départ, le Mali s'est inspiré de la RCA, ne serait-ce que pour le fait d'aller initier la collaboration avec la Russie sur le plan militaire. Bon, j'aimerais aussi rajouter à la suite de l'un d'entre nous, non, à la suite d'Amina Fofana, effectivement, la Chine aussi, il faut rendre hommage à la Chine lorsqu'on rend hommage à la Russie. Parce que, par exemple, dans le cas du Mali, et même de la RCA, au niveau du Conseil de sécurité, le droit de veto chinois est important. Bon, donc, c'est fait. Et je vais rappeler donc les chiffres. Mais bon, non, je vais fixer d'abord les idées. Au Mali, comme au Niger, comme au Burkina Faso, il y a un appui populaire autour des autorités de transition. Alors, la Centrafrique n'est plus dans la transition. La Centrafrique, le président Archange Touadéra a déjà été élu 2 fois, voilà, 2016, 2020, je crois, voilà. Et on n'est plus dans la transition. Mais je ne suis pas sûr qu'il bénéficie du même appui populaire que c'est le cas au Mali, au Burkina, même au Niger. Je m'explique. Moi, je n'ai pas été en Centrafrique, hein, mais pour ce que je peux connaître à distance, si je dis quelque chose qui n'est pas correct, Jonathan, tu es libre d'intervenir si jamais je dis une incorrection. Mais il me semble que dans l'entourage de Touadéra, pour ce que moi j'en sais, il y a quand même des France-Africains encore. La tâche n'est pas aisée. Dans le gouvernement malien, tout le monde travaille de conserve. Et la population est derrière. Mais dans le cas de Touadéra, c'est comme s'il était seul avec 2 ou 3 qui le suivaient. Et je ne suis pas sûr que la population, politiquement, soit aussi mature que celle du Mali, ou du Burkina, ou du Niger. Le moindre mot d'ordre de la population, d'ailleurs, on ne l'a pas lui expliqué, elle comprend déjà toute seule. Dans le cas du Mali, du Burkina, du Niger. Je ne suis pas sûr que ce soit acquis. Or, tout le temps que le président Touadéra a passé au pouvoir, 2016, c'est le travail qu'il devait faire. Parce que maintenant, on va se poser la question, va-t-il faire un 3e mandat? Parce que si la réponse est oui, il doit faire un 3e mandat, parce que il n'y a personne de valable qui s'est dégagé. Et dans ce cas, moi aussi, je peux dire que pour ce que je connais de l'Afrique, il peut très bien commencer à accepter beaucoup de choses. Donc, ne pas, par exemple, exiger le non-renouvellement de la MINUSCA pour qu'on lui facilite la vie pour un 3e mandat. Hein? Comme c'est une nouvelle constitution... Mais nous avons déjà entendu cette chanson avec Ouattara, avec Macky Sall. Bon, comme c'est une nouvelle constitution, bon, pour que l'Occident, tout ça ne lui casse pas trop la tête. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faudrait vraiment que le président Touadéra y réfléchisse. Oui. C'est pas tant qu'il ne l'ait pas fait. Mais la situation à Bangui est extrêmement fragile. Du fait de la profondeur des relations entre l'Indo-Colonna et ces populations. C'est des populations qui sortent carrément de 30 ans de guerre. 30 ans de guerre où des gens avaient comme business model la guerre. Un peu comme on voit au Tchad. C'est-à-dire les hommes politiques pour la plupart avaient un ancrage dans les rébellions. Et beaucoup de ministres qui sont arrivés au pouvoir sont pour la plupart d'anciens rebelles. C'est la première génération qui actuellement vit quelque chose de nouveau. Même quand vous êtes à Bangui, les gens, la conscience nationale est encore fébrile.
une conscience nationale ancrée profondément dans les dynamiques pacifiques. Elle est encore fébrile. C'est quelque chose qu'il est en train de travailler. Or, ce que la France a fait, et ce que la France fait depuis un certain temps, et ce que même les États-Unis ont encouragé la France, c'est qu'à Bangui, on a donné un certain poids à ces endocolons. Que ce soit dans l'opposition ou même dans l'entourage du président Touadéra. On leur a donné un poids. Ils ont tout fait de telle sorte que si le président Touadéra s'en débarrasse un peu brutal, ou du moins de manière un peu vive, certainement que le Centrafrique ne serait pas dans la paix qu'on connaît aujourd'hui. C'est une situation extrêmement fragile quand vous arrivez à Bangui. Vous vivez ça. Et nous pensons que c'est aussi la nature du pouvoir qui est là. Si on avait un pouvoir militaire, les pouvoirs militaires sont très durs. C'est différent. Mais ça, c'est un pouvoir civil. Ça demande une dynamique différente. Et certainement, c'est tout ça, c'est toutes ces contradictions que le président Touadéra aujourd'hui... Alors, donc ça veut dire que justement, au sortir de la transition, il faut que le Mali, le Burkina et le Niger, dès maintenant, commencent à s'y préparer. Ça veut dire que si on sort de la transition, et si ce n'est pas les militaires qui se représentent, et donc il faudrait que les militaires se représentent. En fait, il faut les militaires, oui, c'est pour nous qui avons vu ce qui se passe dans les pays. Parce que sinon, on va tomber dans ce travers-là. C'est ça, c'est ça. Donc, parce que les civils, ils sont très corrompus. Le travail n'est pas fini pour Assimi Goïta, hein. Ça c'est clair, hein. ni pour Brahim Traoré ou Tiani. Parce que sinon, on va tomber dans ce travers. Alors donc, je vais donc chuter sur les chiffres. La MINUSCA, Simon l'a dit tout à l'heure, ne devrait pas y être. Comment il joue le rôle de police? Il joue, attendez, même la police. Hein? Bon, alors, la MINUSCA, c'est Imperium in Imperio. Un empire dans l'empire. Le budget de la MINUSCA pour l'année 2021-2022, donc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, était de 6,3 milliards de dollars. C'est-à-dire, tenez-vous bien, le budget de l'État centrafricain en 2023 n'est que de 280 milliards de francs CFA. Tout à fait. Le rapport entre les deux budgets-là est de 14, dont le budget de la MINUSCA est 14 fois plus élevé que celui de l'État. De tout l'État. Oui. Qui est censé le coiffer. Voilà. Oui, voilà encore une autre contradiction dans cette situation-là. Donc là, déjà, il y a un problème. Et encore, ils ont bloqué les sources de financement. Si bien que le nouveau discours de la France sur le Centrafrique, c'est dit que le président Touadéra veut se représenter pour un troisième mandat. Vous avez touché du doigt le problème. Ils disent pour un troisième mandat, c'est pourquoi il a payé les salaires régulièrement tous ces mois. Donc on pose encore même... les challenges qu'il a surmontés, on les pose encore comme des problèmes. Parce qu'on dit qu'il veut s'appuyer là-dessus pour briguer un nouveau mandat. C'est ce que la France a fait, c'est un cynisme terrible en Centrafrique. Un cynisme terrible. Et malheureusement, beaucoup de Centrafricains, surtout les hommes politiques, jouent à un double jeu. C'est-à-dire, font un oui au président Touadéra de façade, mais lui-même sait que pour certains, ils ne sont pas sincères parce qu'il a les retours. Ok. Donc maintenant, il faut conjuguer ça, ce qui s'est passé au Mali. On a vu l'efficacité du Mali appuyé militairement par la Russie, Wagner. Or, il y a Wagner aussi également en RCA. Or, on a vu que la MINUSMA était négative. Ok? Donc la MINUSCA, c'est pareil. Si le Mali, une fois débarrassé de la MINUSMA, a rapidement libéré le pays, en tout cas la région de Kidal, rapidement, en une dizaine de jours on va dire, voilà. Mais ça veut dire que si la RCA a Wagner, ils n'ont pas besoin d'un Imperium Imperio, pas besoin de la MINUSCA. Wagner devrait suffire pour jouer le même jeu et libérer le territoire de ces Séléka là qui finalement ne pèsent même rien. D'ailleurs, quelqu'un dit même plus. Jonathan, tu as dit que 95% du territoire est libéré. C'est libéré. Bon. Aujourd'hui, vous partez alors, de... maintenant, je vais chuter maintenant sur les MINUSCA, les MINUSCO et MINUSMA dont on a barré déjà. Bon, MINUSCO, ça doit finir le 31 décembre. Mais on doit plus, nulle part en Afrique, accepter de telles choses.
Parce que même là, je comparais le budget de la MINUSCA à celle de l'État centrafricain. Mais même, je peux comparer le budget de la MINUSCA à celui de l'État camerounais. C'est quand même 61% du budget de l'État camerounais. Ah oui. Ça n'atteint pas 100%, mais 61%. On ne doit plus accepter telle chose. Parce que s'ils pèsent autant, c'est pas étonnant qu'ils aient un impact. Et s'il est négatif, comme on l'a vu, par exemple, le cas de la MINUSMA, c'était clair, ils ne servent donc à rien par rapport à ce qui est annoncé que à asseoir davantage le pouvoir des colons et même des endocolons. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une leçon à tirer définitivement. L'Afrique libre, qui se veut libre, en tout cas panafricaine, ne doit plus permettre de telles prétentions de l'ONU. Et d'ailleurs l'ONU, on voit très bien, de façon générale, le rôle de l'ONU n'est jamais positif. Tout à fait. Même hors d'Afrique. On ne doit plus permettre, surtout que au niveau budgétaire, les rapports sont tellement écrasants qu'en fait, ça peut qu'amener la corruption. Donc, c'est pas étonnant, c'est ce que dit Fanga. On finit même par bousiller les jeunes enfants. Toujours pas le même système. Parce que l'enfant a faim. Et un dernier détail, professeur. Monsieur Jonathan Batengene, c'est juste un dernier détail. 5 secondes. 5 secondes et Madame Amina Fofana clôture le programme. 5 secondes, s'il vous plaît. Le truc à Bangui, c'est que vous allez voir que l'ONU est le plus grand employeur au Centrafrique. Ça suffit à vous dire à quel point s'attaquer à l'ONU, c'est quelque chose, c'est véritablement un choix cornélien pour le président. L'économie actuelle de Centrafrique. La France, en 79, en renversant Bokassa, la première des choses que la France a dites, ça c'est ce qu'on a appris, ils ont pris des bandes de jeu, ils ont cassé tout le tissu industriel centrafricain. C'est bon. Madame Amina Fofana, nous refermons ce programme. Quel impact donc de la MINUSCA et dans l'organisation des élections locales qui sont prévues en 2024 et qu'on vient de le souligner dans la résolution 2709 de l'ONU. Il y a dans cette mention-là, cet article, si on peut le dire ainsi, de l'accompagnement des autorités centrafricaine dans l'organisation des élections locales 2024, quel impact même de l'accompagnement ou alors du soutien de la part de la MINUSCA. Nous refermons ce programme. Je n'ai pas compris concernant la MINUSCA, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, je reprends la question. Quel est l'impact de la MINUSCA dans l'organisation des élections locales qui sont prévues en 2024? D'accord, merci beaucoup Madame Kapen. D'abord, je vais commencer par saluer le digne président patriote Faustin Archange Touadéra, qui est un grand et vrai panafricain. Donc, je vais dire au professeur Mbélec que je ne suis pas en train de comparer la Centrafrique et le Mali. Non, les problèmes de la Centrafrique sont les mêmes, parce que ce sont les mêmes acteurs là de l'ONU qui foutent la même chose. Quand vous parlez, c'est comme si j'écoutais, je voyais tous les problèmes que la MINUSMA a créés ici. Donc directement, c'est les deux problèmes, il n'y a aucune différence dans la pratique et dans la méthode, dans la méthodologie. Donc concernant les élections, il faut vraiment que l'on sache valoriser les présidents patriotes et que l'on sache les retenir. Voilà Vladimir Poutine, qui a une vingtaine d'années au pouvoir. Pourquoi il est toujours aimé? Parce que l'alternance, quand il a ramassé son pays en morceaux, il ne pouvait pas se permettre la démocratie. Donc, ce n'était pas le moment pour lui de faire la démocratie et il estime jusqu'à présent que la démocratie à l'occidental qui sert à limiter les mandats à 2, c'est pas encore le moment. Et je préconise la même chose et aux dirigeants actuels maliens et à M. Faustin Archange Touadéra. Donc si je dis malien, il s'agit de l'AES. De Gaulle, quand la France, après la Deuxième Guerre mondiale, quand De Gaulle a fait 14 ans, est-ce qu'en ce temps-là, la France était en train de se reconstruire? Quand la France se reconstruisait, quelqu'un est venu leur imposer quoi que ce soit comme démocratie ou ceci, cela? Non. Là, ils sont passés par une dictature de 14 ans et ensuite ils se sont bien assis et ils sont venus nous empêcher, nous, d'accéder au développement. Et qui dit accès au développement parle de sécurité. Il s'agit pour l'Occident
de créer l'insécurité chez nous pour nous empêcher d'accéder au développement, c'est-à-dire à nos ressources naturelles, à nos minéraux. Donc c'est ça, ce sont ça les enjeux. Si l'Occident était, c'est-à-dire que si c'était pas des Martiens qui vivaient sur Terre là-bas, c'est-à-dire des anti-dieux, ben normalement ils auraient fait une politique de non-raciste. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire les choses auraient pu se passer autrement, mais maintenant les choses vont se passer exactement comme ils l'ont cherché. C'est-à-dire ils ont cherché à provoquer, ils ont provoqué Poutine, ils ont eu Poutine, ils ont provoqué l'Afrique et ils ont eu l'Afrique. Donc ils n'auront aucune ressource des deux côtés. Bon, on peut le leur vendre, mais à un prix très conséquent. Donc ils essayent de nous empêcher, avec leur insécurité, d'accéder au développement. Quand bien même nous accédons nous arrivons à combattre leurs terroristes avec eux-mêmes, leur nazisme, ils vont encore, comme ils sont en train de le faire, sortir avec le piège du climat pour dire que, oh non, si vous touchez à vos ressources naturelles, vous allez polluer la planète entière. Chose qui est déjà leur travail. Donc, Touadéra fait ce qu'il doit faire. Parce que le Mali a fait tout, a montré tout. C'est-à-dire que Touadéra doit arracher. Il ne faut pas que la France soit son porte-plume à l'ONU. Parce que c'est la France qui rédige des résolutions macabres contre nous et ose nous appeler par partenaire. C'est la France qui arme les terroristes et qui met les embargos sur nous. Et je ne sais pas qui l'a dit sur le plateau. C'est ça, quand j'entends ce que la France fait en Centrafrique, c'est la même chose que la France a fait ça, que la France a fait ici. C'est-à-dire que ce soit au niveau, c'est à l'ONU que la France se permet des choses comme ça. Et même les Nations Unies, c'est la France qui les appelle pour venir s'installer chez toi, pour piller tes ressources naturelles, pour déguerpir ta population, pour commencer ton extermination en vue de s'accaparer de tes terres. Parce qu'ils sont surpeuplés, ils n'ont pas où aller. C'est pour ça que comme ils ne peuvent pas indexer la Chine, ils nous ont affaiblis pour en finir avec nous. C'est là où Dieu a montré, parce qu'il y a Dieu dans ce combat, Dieu a montré sa vraie face, que son vrai peuple ne sera jamais détruit. C'est pour cela que nous travaillons avec la Russie et la Chine. L'humanité entière est aujourd'hui contre les impérialistes parce qu'ils sont arrivés à leurs limites. Plus la dédollarisation qui sera mise, qui est déjà en cours, qui va être accélérée par les Africains, et vous allez voir que la posture des États-Unis va changer forcément parce que eux, ils vont faire du business, mais entre-temps, ils auraient coulé leurs partenaires comme ils l'ont fait avec eux en Ukraine. Donc, en Palestine, il y a une guerre terrible. Est-ce que vous avez vu l'ONU là-bas? Non. En Ukraine, il y a une opération de dénazification, une opération sociale de dénazification. Est-ce que vous avez vu l'ONU là-bas? Non, l'ONU n'est pas là-bas. L'ONU vient en nous insultant. C'est la France, c'est-à-dire qu'on doit sortir l'Union européenne, l'Occident. Parce que ça ne s'appelle pas de la politique entre nous, c'est eux qui l'appellent comme ça. C'est de l'esclavage. Qu'est-ce que ça s'appelle démocratie politique ou je ne sais pas moi, droit de l'homme, l'ONU, ceci, c'est l'OMS. Tout ça, c'est de l'esclavage. Tout le monde a vu ce que Guterres a dit, qu'il y aura avec leur Covid qu'ils ont créé contre les Africains, que les millions de morts vont joncher les rues africaines. Alors, quelques soucis, hein. Vous avez constaté des bruits qui ne permettaient pas, ici sur le plateau et même aux téléspectateurs, de mieux vous saisir hein, dans votre analyse, Madame Amina Fofana. Au regard donc de ces difficultés sonores, nous ne pouvons pas continuer à prendre votre intervention. Mille excuses pour cela. Mille excuses également aux téléspectateurs pour ces perturbations sonores avec la prise de parole de Madame Amina Fofana. Merci infiniment, Madame Amina Fofana, pour votre participation ce soir. Vous êtes
leader panafricaniste, membre du Conseil national de la transition. Merci infiniment, doyen Simondé. Vous êtes panafricaniste, promoteur du Média Africa, écrivain également. On n'oublie pas M. Jonathan Batenguene, sociopolitiste. Merci M. André Christelle Fanga, directeur de programme de publication, j'y arrive finalement, de la Dépêche de Midi, ce tabloïd que nous avons toujours la joie, voilà, de lire avec des unes assez évocatrices dans la reformulation. Merci professeur Mbelek, astrophysicien panafricaniste. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Merci infiniment de nous faire confiance. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes. Merci à la réalisation pour cette indulgence. Merci également à la diffusion pour son indulgence. Merci à vous d'être toujours connectés. À très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir.